Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Et j'ai le plaisir de le présenter avec mon collègue Ashraf Massoud et moi-même, Mohamed Moussani. Bonsoir Ashraf. Bonsoir Mohamed. Tout d'abord, les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit son homologue indonésien Prabowo Subianto. Badr Abdelati participe à la 21e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres du groupe des 8. Et l'ONU appelle à des élections libres et justes en Syrie après la période de transition ouverte. Et à la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu son homologue indonésien Prabowo Subianto. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu pour le président indonésien, au cours de laquelle les hymnes nationaux des deux pays ont été joués et la garde d'honneur a été revue. Une déclaration conjointe a été publiée entre les deux pays à l'occasion de cette visite, dans laquelle les deux présidents ont affirmé leur engagement à approfondir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment le commerce, la sécurité alimentaire, l'énergie, la défense, l'éducation, la culture et la paix régionale. Les deux présidents ont souligné la nécessité pour Israël de se retirer des territoires qu'il occupait le 4 juin 1967, de mettre un terme à toutes les mesures unilatérales, de respecter les règles du droit international et de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité. Les deux dirigeants ont également salué l'accord de cessez-le-feu au Liban, entré en vigueur le 27 novembre 2024, et ont appelé Israël à adhérer à la résolution numéro 1701 du Conseil de sécurité. Concernant la situation en Syrie, les deux présidents ont souligné que la seule solution durable à la situation passe par le lancement d'un processus politique pacifique, global et démocratique, conformément à la résolution numéro 2254 du Conseil de sécurité en Syrie, et que la priorité est donnée à la réalisation des aspirations et des intérêts du peuple syrien et garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que l'Égypte n'a jamais intégré dans les affaires des autres pays et œuvre en faveur du bon voisinage. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Madbouli a souligné la position ferme de l'Égypte envers la crise syrienne qui exige l'intégrité territoriale de la Syrie et la préservation de ses institutions. Évoquant le dossier de l'énergie en Égypte, Madbouli a affirmé qu'il y a un plan urgent et global pour assurer l'énergie électrique et répondre à tous les besoins à l'énergie. Le chef du gouvernement a indiqué que le projet de la centrale de l'énergie solaire Abydos 1, mise en place dans le désert de Komombo, dans le gouvernorat d'Assouan, a une capacité de 500 MW, a pour but de produire 42% du mélange de l'énergie en 2030, un objectif purement stratégique qui nécessite beaucoup de travail et de grands investissements. Abordant le dossier de la côte nord-ouest, Madbouli a déclaré que l'État est en cours de développer cette région pour être une attirante destination touristique. Madbouli a précisé que le processus du développement cible quelques 260 km de la longueur des plages. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Dr Badr Abdelati, a participé aujourd'hui à la 21e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres du groupe des 8 dans la nouvelle capitale administrative. La réunion des ministres des Affaires étrangères s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet que l'Égypte accueillera demain avec la participation des délégations des pays membres du groupe, le Bangladesh, la Turquie, l'Iran, le Nigeria, le Pakistan, l'Indonésie et la Malaisie. Le sommet se déroule sous le thème « Investir dans la jeunesse et soutenir les petites et moyennes entreprises pour façonner l'économie de demain ».
L'agence de presse Reuters a rapporté, selon des sources bien informées, que le directeur de la CIA, William Burns, rencontre aujourd'hui à Doha le Premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à résoudre les points en suspens entre Israël et le Hamas, à faire progresser les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et à faciliter la libération des personnes détenues. L'Égypte et le Qatar déploient des efforts intensifs avec toutes les parties impliquées afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité tient aujourd'hui une séance sur les développements survenus au Proche-Orient, y compris les territoires palestiniens occupés. Il est prévu que cette réunion abordera le dernier rapport trimestriel du secrétaire général concernant la mise en œuvre de la résolution 334 publiée en 2016 qui exige qu'Israël cesse toutes les activités de construction dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. L'agence de défense civile de la bande de Gaza a fait état aujourd'hui d'au moins 12 Palestiniens tués par des frappes israéliennes. 2 personnes ont été tuées à l'aube lorsqu'une frappe israélienne a touché la maison de la famille Al-Dawar à Beit Lahia, où des déplacés s'étaient réfugiés, a déclaré le porte-parole de la défense civile, Mohamed Bassel. Un enfant a été tué et plusieurs personnes blessées dans une autre frappe qui a visé une maison à Jabalia, également dans le nord du territoire, où les forces israéliennes ont concentré leurs opérations au cours des dernières semaines. Plus tard, le directeur de l'hôpital Kamal Adwan de Beit Lahia a déclaré que des tirs et des obus de chars avaient provoqué un incendie dans l'unité de soins intensifs, obligeant l'établissement à déplacer des patients, dont certains souffrant de brûlures. Le ministère palestinien de la Santé a de son côté annoncé un nouveau bilan de 45 97 morts dans ce territoire palestinien depuis le début de l'agression israélienne, il y a plus de 14 mois. Le ministère a indiqué qu'au moins 38 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, ajoutant que 107 244 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. L'ONU a appelé aujourd'hui à des élections libres et justes en Syrie après la période de transition ouverte. De Damas, l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Geir Pedersen, a prôné une aide humanitaire immédiate dans le pays morcelé et dévasté par plus de 13 ans de guerre civile. Il a aussi déclaré à la presse espérer une solution pacifique pour les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, soulignant que la situation dans cette région est actuellement l'un des plus grands défis dans le pays. Un premier avion, depuis le 8 décembre, a décollé aujourd'hui de l'aéroport international de Damas en direction d'Alep, dans le nord de la Syrie. 43 personnes, dont des journalistes et du personnel administratif, étaient présents à bord de cet avion de la compagnie Syrian Air. Le directeur de l'aéroport a annoncé que les vols internationaux devraient reprendre à partir du 24 décembre, après des opérations de maintenance et la mise au point des tours de contrôle. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu une réunion sécuritaire en Syrie au sommet du mont Shir. Il a indiqué qu'il vient évaluer la situation et décider du déploiement d'Israël dans ce lieu stratégique jusqu'à ce qu'une autre solution garantissant la sécurité d'Israël soit trouvée. Au cours de cette visite, Netanyahou a passé en revue le déploiement de l'armée sur place. Il était accompagné de son ministre de la Défense Israël Katz et du général Herzi Halevi, chef d'état-major. Le Premier ministre israélien a souligné que la présence de l'armée d'occupation israélienne au sommet du mont renforce la sécurité et ajoute également une dimension de surveillance et de dissuasion sur le bastion du Hezbollah libanais dans la plaine d'El Beqa au Liban, selon ses termes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier dans un communiqué à ce que le processus politique en Syrie soit inclusif et mené par les Syriens. Les membres du Conseil, dont la Russie et les États-Unis, ont aussi souligné le besoin que la Syrie et ses voisins s'abstiennent chacun de toute action ou interférence qui pourrait mettre à mal la sécurité de l'autre. Le Conseil de sécurité a également réaffirmé son fort engagement pour la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et appelé tous les États à respecter ces principes. Le Conseil a aussi indiqué que ce processus politique doit répondre aux aspirations légitimes de tous les Syriens, les protéger tous et leur permettre de déterminer pacifiquement, de manière indépendante et démocratique, leur propre avenir.
La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope, a déconseillé un retour massif des réfugiés syriens dans leur pays tant que la situation n'y est pas stabilisée. Amy Pope a indiqué que les gens ont le droit de rentrer chez eux, mais qu'elle déconseille des retours à grande échelle, car les infrastructures ne pourraient pas supporter un tel afflux. Elle a ajouté que sans investissement en Syrie, renvoyer des gens ne fera que déstabiliser davantage le pays et créera probablement des pressions incitant à une nouvelle vague de migration. Elle a aussi plaidé de se concentrer sur la stabilisation de la situation sur le terrain en Syrie avant de commencer à encourager ou à renvoyer de force les personnes qui ont reçu l'asile ou qui ont vécu ailleurs. Le chef de l'OTAN réunit aujourd'hui à Bruxelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants des principales puissances européennes pour évoquer la guerre en Ukraine à quelques semaines du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans ce contexte, l'Ukraine évoque désormais l'hypothèse des négociations de paix qu'elle a longtemps rejetée à condition que sa sécurité soit garantie. Le président français Emmanuel Macron va rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en tête-à-tête mercredi à Bruxelles, mais pourrait rater une importante réunion au sommet sur l'Ukraine organisée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, en raison de son départ pour Mayotte. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a indiqué que le mini-sommet informel qui aura lieu à la résidence du secrétaire général de l'OTAN sera l'occasion de discuter au plus haut niveau des prochaines étapes après plus de 1000 jours de conflit en Ukraine. Mark Rutte, qui a pris ses fonctions début octobre, veut réunir les alliés européens les plus résolus dans leur soutien à Kiev. Outre la dirigeante italienne, sont attendus le chef du gouvernement polonais Donald Tusk et le chancelier allemand Olaf Scholz. La Grande-Bretagne sera représentée par son ministre des Affaires étrangères David Lammy et l'Union européenne par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Les Européens s'inquiètent de la possibilité d'une suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine et des promesses de Donald Trump de mettre fin à la guerre en 24 heures. Dans ce contexte, l'Ukraine évoque désormais l'hypothèse de négociation de paix qu'elle a longtemps rejetée à condition que sa sécurité soit garantie. Zelensky a ainsi appelé mardi à une paix durable en Ukraine que le président russe Vladimir Poutine ne puisse plus briser. La Russie a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'un ressortissant ouzbek soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du général russe Igor Kirillov, mort la veille à Moscou dans un attentat à la bombe revendiqué par l'Ukraine, qui accuse l'officier de crimes de guerre. Le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov, 54 ans, a été tué hier dans l'explosion d'une trottinette électrique piégée en sortant avec son assistant de son immeuble sur l'avenue Ryazansky dans le sud-est de Moscou. Le Kremlin a de son côté accusé aujourd'hui l'Ukraine d'un acte de terrorisme, une première réaction qui survient plus de 24 heures après l'assassinat. Les services de sécurité ukrainiens qui ont revendiqué l'assassinat avaient accusé lundi le général de crimes de guerre pour l'usage d'agents chimiques sur le champ de bataille ukrainien. Le président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol ne s'est pas présenté aujourd'hui devant l'agence anticorruption qu'il avait convoquée sur sa tentative d'instaurer la loi martiale. Yoon a été démis de ses fonctions par le Parlement ce week-end après avoir décrété la loi martiale le 3 décembre, plongeant le pays dans sa pire crise politique depuis des décennies. Les enquêteurs de l'agence anticorruption l'avaient convoqué dans leurs locaux de la banlieue de Séoul ce matin pour l'interroger des accusations de rébellion et d'abus de pouvoir. L'absence de Yoon aujourd'hui sera considérée comme un manquement à la première convocation. La Cour constitutionnelle de la Corée du Sud, qui a entamé lundi une procédure contre Yoon, a été saisie par ailleurs sur sa destitution. Et nous commençons notre page sportive avec les Milwaukee Bucks qui ont remporté la deuxième édition de la Coupe NBA en dominant en finale le Thunder d'Oklahoma City 97-81 aujourd'hui à Las Vegas. Les Bucks étaient la seule équipe parmi les demi-finalistes de l'édition 2023 à refaire partie du dernier carré qui se dispute à Las Vegas.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants avec une nouvelle édition de Au cœur de l'actualité qui sera présentée par Mohamed Al-Hamoussani. À tout à l'heure. Merci.